On va laisser les derniers spectateurs s'installer. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour venir voir ou revoir l'horloger de Saint-Paul. Je vous demande d'accueillir notre invité Laurent Heinemann. Laurent est cinéaste. On se tait, merci. Laurent est cinéaste, je ne vous le présente pas, mais je vous dis que le 3 ou le 8 avril, je sais plus. Alors je vais regarder. Un de ces quatre en avril. Voilà, un de ces quatre en avril. C'est un de ces films, c'est-à-dire que ça sera bien le samedi 8 avril à 14h30 dans cette salle Georges Franju. Laurent viendra nous présenter, dans le cadre des films d'espionnage liés à l'exposition du 5e étage, un de ces films du début des années 80, on va dire, avec Lisa Kreuzer, Jean Rochefort et Philippe Noiret, qui s'appelle « Il faut tuer Birgit Haas ». Et donc il viendra présenter ce film lui-même dans 2 petits mois. Mais aujourd'hui, donc Laurent est avec nous parce qu'il était, je crois, le second, mais dans un contexte compliqué, parce que j'ai lu des bons ouvrages du film de Bertrand Tavernier, L'horloger de Saint-Paul. Donc il va vous présenter ce film, et je lui cède tout de suite la parole. Tu peux rester debout ou t'asseoir, comme tu veux. Allez. Si j'en ai marre, je m'assieds. Allez, debout. Alors, bonsoir. Alors, d'abord, je veux pas renoncer au plaisir de vous raconter la première fois que j'ai vu Bertrand Tavernier. En fait, c'était assez compliqué parce que Bertrand voulait un assistant qui s'appelle Claude Autenin-Girard, et j'étais le second de cet assistant. Et il avait été convenu que Claude n'étant pas libre, au début de la préparation de ce film que Bertrand lui avait proposé, c'est le second assistant en tout cas, qui viendrait et qui assurerait le début du casting, le début du plan de travail, le début des repérages, et s'attend que Claude arrive et que le deuxième assistant retourne à sa modeste place tandis que le premier triomphe. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, c'est que Bertrand voulait un Lyonnais, et je ne suis pas lyonnais, j'ai mis 15 jours à comprendre qu'il y avait 2 fleuves dans cette ville, et il voulait un Lyonnais, et le producteur voulait la nièce d'un célèbre distributeur, et donc je savais que c'était foutu, sauf que Claude avait obtenu pour moi un rendez-vous, parce qu'il était sûr que je collerais avec Bertrand, et il disait il faut tenter la chance, et Bertrand avait cédé, il avait accepté de me recevoir. La veille de ce rendez-vous, je suis allé à la Cinémathèque française voir un documentaire de Bud Buttigieg sur un torero mexicain qui s'appelle Arauza. Je vois ce film. Alors je vous préviens, c'est un film qui est une version courte, une version longue, j'en reviens pas là-dessus. Le lendemain, j'ai mon rendez-vous avec Bertrand. Il habitait rue des Dames, au-dessus d'un prise unique. Il a immortalisé cette topographie dans Les Enfants gâtés. Il habitait au-dessus d'un grand magasin, c'est très très difficile. J'arrive, je commence mon petit baratin, mon sens de l'organisation, mon rapport avec les acteurs, mon autorité naturelle, enfin je fais mon petit peu bar et je vois que ce type ne m'écoute absolument pas. En fait, il pense à son Lyonnais, il pense à la nièce du distributeur, ça marche pas. Et je le sens bien, ça marche pas. Mais tout d'un coup, je vois punaiser sur la porte de la chambre des enfants, dans mon champ de vision, une affichette punaisée d'un autre film de Bud Buttigieg, Comanche Station, et là je dis « Oh, c'est extraordinaire, hier soir j'étais à la Cinémathèque pour voir Arauza. » Et il me dit « Vous y étiez ?» Je dis « Ben oui. » Il me dit « Moi aussi. » Il y a un silence, il attrape un petit bout de caoutchouc qui est sur la table, il se met un peu à la tripoter, et il me dit « Est-ce que vous pourriez commencer lundi ?» Voilà. Le scénario était en cours, c'est-à-dire, c'est un livre de Simenon, c'est un roman dur, hein, on appelle ça les romans durs, c'est quand il n'y a pas Maigret et quand il n'y a pas d'enquête policière. Donc ça s'appelle L'horloger d'Everton, c'est un Simenon, et donc le scénario avait commencé, et Bertrand m'a fait venir aux séances de scénario. Alors les 2 scénaristes, c'était Orange et Bost, c'est-à-dire Jean Orange et Pierre Bost. Alors, qui était, je vous le fais très court, mais c'est intéressant de savoir que ce type-là avait été exécuté par la Nouvelle Vague. Truffaut avait écrit un article dans Art qui était un assassinat absolu,
Et c'est eux qui écrivaient les films de Claude Autant-Lara, de Le Chat Noir, voilà. Et alors, c'était très curieux que Bertrand, justement, aille chercher ces deux scénaristes vilipendés qui étaient... Mais en fait, c'est tout à fait lui. C'est-à-dire, c'est un type qui élargit sa curiosité. C'est tout à fait lui d'aller chercher ces deux, ces deux scénaristes maudits pour essayer de les faire renaître. C'est tout à fait lui. Et il ne faut pas croire que Bertrand était un type qui était en marche de la nouvelle vague. Il était dedans comme attaché de presse. Il travaillait chez Georges Bourgard, qui est un des producteurs emblématiques de la nouvelle vague. Et notamment, il était attaché de presse sur Pierrot le Fou. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de formidable sur ce métier qu'il faisait d'attaché de presse. C'est que, il faut que je fasse une petite parenthèse, le père de Bertrand Tavernier est un poète, René Tavernier, lyonnais. Et pendant la guerre, René Tavernier avait créé une revue qui s'appelle Confluence, et il logeait des poètes ou des écrivains qui ne savaient plus où habiter dans la maison familiale. Bertrand, qui est né en 1941, a donc connu des écrivains, des poètes, et aussi le couple Aragon-Elsa Triolet, qui sont venus vivre dans cette maison assez longtemps. Et donc Bertrand est né en 1941, donc c'était un tout petit enfant, et Bertrand prétend que le fameux poème de Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, est dédié à sa mère. C'est lui qui le dit. Et pas Elsa. Et Elsa n'était pas contente. Toujours est-il qu'il va voir Aragon et il dit Aragon, écoutez, voilà, je suis le fils de René Tavernier, voilà, et je voudrais vous montrer un film. Et donc Elsa et Aragon ont été tout seuls dans une salle, tout seuls. Ils ont vu Pierrot le Fou. Et c'est là que Aragon a sorti dans les lettres françaises ce fameux article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'art ?» Jean-Luc Godard. Voilà. Et c'est aussi du Tavernier, ça, de monter un cours pareil, parce qu'il avait un attachement au film, à leur pluralité, à leur diversité. On défend Pierrot le Fou et on engage Orange Chebos. J'ai quelque chose aussi à dire qui compte beaucoup aussi pour le film, c'est qu'en fait, comment on travaillait Orange Chebos. Ils n'écrivaient pas un scène à scène comme on fait nous, un séquencier, ça ne se passait pas comme ça du tout. Ils avaient le livre, ils l'avaient foutu déjà par la fenêtre, le livre, et ils se racontaient des histoires qui avaient à voir avec le sens du film ou avec les personnages. Alors par exemple, Orange pouvait arriver à une séance de scénario, et il s'asseyait, il disait « dans l'autobus, il y a un petit garçon qui m'a fait un clin d'œil, c'était extraordinaire, ça serait bien justement qu'on puisse raconter une histoire. » C'était comme ça, quoi. Et ils enrichissaient tous les deux la substance du film, le sens du film, avec un seul dogme, ne jamais expliquer pourquoi ce gamin a tué cet homme. Voilà. C'était le dogme, ne jamais l'expliquer, ne jamais l'expliquer. Et à chaque fois, Orange le rappelait, ils étaient très différents. Orange, c'était un type farfelu, un peu comme ça, qui avait plein de maisons partout, plein de maîtresses et tout, qui avait une vie compliquée et tonitruante. Et Pierre Bosse, c'était un protestant très calme, très, très austère, qui habitait un petit appartement bourgeois à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, c'était vraiment... L'un était le contraire de l'autre. Et c'est ça qui, sans doute, a enrichi leur collaboration, c'est qu'ils n'avaient rien à voir ni dans la vie, ni dans les amours, ni dans la façon de voir le monde de commun, et sauf que leur complémentarité faisait leur force. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Non, ça va. Alors, qu'est-ce que là je vais... Maintenant, la production. La production, il faut que je vous parle de la production de l'Horloger Saint-Paul. Le producteur de l'Horloger Saint-Paul, c'est Lirafilm, Raymond Danon. C'est le grand producteur commercial des années 70. Il produisait les films avec Anna Delon, il produisait les films avec Lino Ventura. Sautet a été produit par Raymond Danon, Granier de Fer, c'était voilà, c'était ces genres de films-là qu'il produisait. Et grâce à Philippe Sard, en fait, Bertrand avait pu rencontrer Raymond Danon et lui proposer le projet. Et Danon avait dit « Ok, si on trouve un casting, ça va très bien ». Là, Bertrand avait sorti Noiret de sa poche, et c'était sûr que Noiret, à ce moment-là, était vraiment une vedette qui comptait. Je parlerai au Rochefort après. Mais il y avait un producteur exécutif. Alors, les producteurs exécutifs, quand vous voyez écrit sur un générique producteur exécutif, ce n'est pas le type qui exécute le film, normalement. Hein.
c'est le type qui exécute sa production. Et il s'appelait Ralph Baum. Alors, Ralph Baum, c'était un personnage un peu mythique dans le métier. Alors, il avait quitté l'Allemagne en 1933 pour les raisons que vous imaginez. Il avait été l'assistant de langue de Dieterle et surtout de Max Ophuls. Il parlait avec un accent un peu comme Francis Blanche dans Mauvais sang en guerre. Comme c'est l'accent de mon grand-père, j'ai un problème avec ça, donc je n'essayerai pas de l'imiter, j'ai un problème que je réglerai par ailleurs. Et donc Ralph il avait deux obsessions. La première obsession, c'est qu'il ne voulait pas qu'on tourne à Lyon. Il disait que c'était trop cher. Les aides régionales n'existaient pas dans ce temps-là. Donc il ne voulait pas qu'on aille à Lyon, il voulait qu'on fasse l'horloger de Nanterre ou l'horloger d'Aubervilliers, mais pas l'horloger de Saint-Paul. Et il avait déjà plusieurs fois fait des attaques contre Bertrand, et je dois dire que Bertrand, ça le mettait en colère. Bertrand était assez coléreux quand même. Ça le mettait en colère, et en même temps, nous, on a réussi, par la suite, on a réussi à prouver que le tournage à Lyon coûtait moins cher que le tournage à Paris pour les raisons de régie, des raisons d'organisation. Ça, ce combat a été gagné par les colères de Bertrand. Mais il restait la deuxième obsession de Ralph Baum, c'était le nombre de jours de tournage. Parce que moi, le premier plan de travail que j'ai fait sur ce film, il faisait 41 jours de tournage, et Baum, il voulait que ça en fasse 39. Baum avait été directeur de production sur une plus grande catastrophe financière du cinéma français, ce film magnifique est Lola Montez. Donc Lola Montez, qui est un film sublime, a été non seulement un échec en salle, mais en plus était une catastrophe quotidienne, quoi. Tous les jours, il y avait des heures supplémentaires, tout coûtait trop cher, la production était noyée et tout. Et Baum était directeur de production là-dessus. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'un soir, dans le petit bureau qu'on avait, j'étais en train de montrer un truc à Bertrand sur le plan de travail qui était affiché au mur comme autrefois. Et arrive Ralph Baum avec une petite serviette. Alors je ne mets pas l'accent. Alors les enfants, écoutez, voilà, Bertrand, je sais que toi tu es très cinéphile, et moi j'ai retrouvé un truc chez moi hier en fouillant dans les papiers. Il ouvre sa petite mallette et il sort le plan de travail du film de Max Ophuls, La Ronde. Et il dit, regarde, La Ronde, on l'a fait en 36 jours. Et Bertrand lui dit, est-ce que tu pourrais me retrouver le plan de travail de Lola Montez? Voilà. Tavernier, là j'ai vu que c'était un réalisateur. Encore une petite anecdote sur Ralph Baum, qui était un personnage formidable. Alors j'arrive jamais à me souvenir de ce titre de film. Il s'appelle Yoshiwara. C'est un film de Max Ophuls que personne, à part Luc Béraud, personne ne l'a vu. Il y a un DVD, bon, très bien. Et alors, dans ce film, ils avaient reconstitué une tempête tropicale sur un bateau. Et cette histoire est racontée par Marcel Ophuls, le fils de Max. Marcel, qui est un tout petit garçon, va au tournage voir son père sous le pont de Puteaux en train de refaire une tempête asiatique. Et il y avait Richard Wilm dans le film. Et Baum, qui était assistant sur ce film, ramassait avec un seau de l'eau dans la Seine. Et il lançait, puisque c'était une tempête, il lançait des seaux d'eau dans la gueule de Pierre Richard Wilm. Et alors arrive le petit Marcel, et il dit, tu vois mon petit Marcel, quand tu seras grand, toi aussi tu auras du plaisir, tu pourras lancer des seaux d'eau sur la tête des acteurs. Voilà. Donc le film se préparait avec ses aléas, qui étaient violents. Hein. Là je déconne, mais c'était violent. Je veux dire qu'on a tenu le coup parce qu'il y avait Philippe Sartre. Le musicien Philippe Sartre, qui à ce moment-là écrivait tous les films français, il a été d'une amitié, d'abord il a aidé Bertrand matériellement, il allait voir directement Danon quand il y avait un problème, il a aidé vraiment Bertrand. Et je voudrais vous dire que, puisque vous avez tous l'oreille musicale, c'est que vous ferez bien attention au thème mélodique du carillon que Noiret écoute quand il va se recueillir dans l'église Saint-Jean. Il entend un petit... Et ce thème est le thème de la musique du film. Il est d'ailleurs décliné avec une explosivité extraordinaire au début. C'est le thème de la musique du film, c'est le thème du carillon de cette église. Et en fait, Sard, et Bertrand le refera après, adore
retrouver à l'intérieur du film lui-même ce qui peut constituer la musique. Il adorait ça. Et voilà, je vous dis ça, après si vous pourrez vous amuser à rechercher. Mais c'était vraiment, pour moi, la préparation de ce film, c'est Philippe Starck. C'est toujours là, présent quand il y a un problème, tout affectueux, amical. Alors maintenant, je vais vous parler du casting. Vous connaissez tout de suite. Alors, Philippe Noiret, donc il a été pour le truc au début tout de suite à 100%. Et Bertrand, au début, pensait à prendre Michel Bouquet. Mais Michel Bouquet, il avait déjà joué beaucoup de rôles comme ça à ce moment-là, dans les films de Chabrol, d'une part, aussi dans le film d'Edouard Luntz, Le Dernier Saut, Le Grand Saut, je sais plus comment il s'appelle, Le Dernier Saut. Et donc, les producteurs et distributeurs n'étaient pas chauds pour le prendre parce qu'ils avaient l'impression d'une répétition, et Bertrand en a convenu. Et on a cherché quelqu'un d'autre, et lui, il a eu une idée, c'était François Perrier. Donc, on a appelé François Perrier, il a lu le scénario, il a dit oui. Et puis 10 jours après qu'il ait dit oui, il a téléphoné pour dire que malheureusement son fils, Jean-Marie Perrier, allait faire un film dont les dates étaient bloquées à cause de Jacques Dutronc, qui avait le rôle principal, et que donc François Perrier ne pouvait pas faire notre film et retournait chez son fils. Alors là, ça a été la panique, parce qu'on s'approchait vraiment du tournage, et on avait très peur de ne pas trouver. On était au printemps, c'est-à-dire au moment où tous les acteurs sont pris, enfin les acteurs bancables sont pris, puisqu'on fait des films d'été, en France, on préfère. Et là, on s'est mis à chercher. D'ailleurs, on avait Galabru n'était pas libre, Serrault était en cure. J'ai des souvenirs atroces. Et c'est l'agent de Philippe Noiret, qui était aussi l'agent de Jean Rochefort, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit écoutez, Laurent, il y a peut-être une idée, parlez-en à Bertrand de prendre Jean Rochefort. Michel Méris, je vous le dis aussi entre parenthèses, était une ancienne actrice. Elle est dans Classe Touriste de Claude Sautet, elle a un rôle très important, une très bonne actrice qui en a une marque et qui avait été rejoindre son ami Gérard Leboïcy pour fonder Armédia. Et donc c'était des gens qui étaient vraiment au cœur du métier et au cœur du désir de faire bien ce métier. Alors Bertrand, il n'était pas chaud, il n'y avait pas beaucoup Jean Rochefort. Et comme un crétin, je lui ai dit, écoute, allons voir un film qu'il a fait récemment. C'est le mieux, voilà. Sauf que sortait un film qui s'appelait, alors là je vais dénoncer, qui s'appelait Le Complot de... Je sais plus qui. Voilà. Il n'est pas dans la salle. Donc en fait c'est une apologie de l'OAS ce film. Donc Bertrand est sorti fou de rage, mais fou de rage, en m'accusant de l'emmener voir... des films de merde et tout, c'était horrible. Et moi j'étais en larmes parce que je me disais on va pas trouver. Donc on va chez Rochefort quand même. Il habitait Montfort-l'Amaury. Trajet d'allée sinistre, tavernier, hyper tendu. Bon. Après, j'ai raconté des tas d'histoires, mais on verra une autre fois. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il m'a dit, je te préviens, si la bouffe est dégueulasse, il ne fait pas le film. Et quand je suis arrivé, je les ai vus partir tous les deux, là, Rochefort et lui, dans son jardin, là, commencer à discuter. Je voyais Bertrand qui faisait de grands gestes, il me dit, c'est bien parti. Et la maîtresse de maison, qui était la première femme de Rochefort, est venue me voir. Elle m'a dit, vous savez, j'ai fait très simple, poisson bouilli, pomme de terre. Et là, je me suis dit, ça va être terrible, on va pas s'en sortir. Le trajet du retour s'est très bien passé. Bertrand était content, ils avaient des trucs en commun, des auteurs, des acteurs, un type de jeu. Et il n'avait pas lu le scénario à Rochefort. Il l'avait. Et donc, on rentre, et donc, on met 1h30 à rentrer. Et Bertrand monte chez lui, le téléphone sonne, il décroche, c'était Rochefort qui disait oui. C'est une bonne leçon entre nous qu'un acteur puisse lire un scénario en 1h30. On ne fait plus comme ça maintenant. Voilà. Alors, sur le tournage, je voudrais dire un petit mot. Est-ce que les réalisateurs sont influençables ? Bertrand était-il influençable ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il vivait comme ça. Il travaillait comme ça. Il lançait des défis à Pierre-William Glenn, l'opérateur, et Glenn relevait ces défis en proposant autre chose de plus difficile, de plus compliqué, de plus tonique, de plus dynamique. On est avec des gens qui veulent s'épater les uns les autres, et Tavernier, il savait faire l'éponge, il avait quelque chose de précis dans la tête, il savait faire l'éponge,
mais c'était toujours pour aller vers le haut. D'ailleurs, en repérage, j'avais remarqué quelque chose, c'est qu'il était toujours sur l'émotion, jamais sur la scénographie. C'est-à-dire que normalement, un réalisateur, quand on lui présente un décor, il dit oh ben, je vois bien, là, on pourrait faire rentrer le personnage par la porte, on pourrait sortir par la fenêtre, tout, puis là, à ce moment-là, il y a l'autre qui arrive. C'est scénographique. Bertrand, c'était de l'émotion. Il se retrouvait dans une rue qu'il avait connue quand il était enfant. Tout d'un coup, il voyait un monument qui lui plaisait et tout, c'était que ça. Et cette émotion-là, elle n'a pas induite du laisser aller. Au contraire, elle a induit des défis qui se jetaient avec Glenn. Et ça, c'est un assez bon souvenir. Et je dirais, j'avais écrit les idées de Bertrand provoquent le culot de Glenn. Voilà. Parce que Glenn, il est culotté comme opérateur. Il fait des trucs que les autres n'osent pas faire ou refuseront de faire. Et lui, il voulait épater Bertrand et Bertrand voulait qu'il l'épate. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit le montage, le tournage doit trahir le scénario et le montage doit trahir le tournage et doit retrouver le scénario. Je ne sais pas qui a dit ça. Alors on me dit que c'est Truffaut, mais on n'a jamais trouvé d'où venait. Enfin voilà, c'est exactement vrai. C'est ça, c'est la vérité absolue. C'est que tourner, c'est pas illustrer un scénario, c'est rajouter quelque chose qui s'appelle le cinématographe. Monter, c'est pas monter ce qu'on a tourné, c'est remettre en question ce qui a été tourné. Inlassablement, jusqu'à temps qu'on retrouve son émotion et qu'on retrouve les raisons pour lesquelles on a fait le film. Et je peux vous dire que le montage de l'Orangée de Saint-Paul, moi quand j'ai vu le film pas bien monté, puis après je l'ai vu 6 semaines après, très très bien monté. Ils y ont été forts, ils ont secoué la narration, ils ont secoué la structure du film, ils ont même coupé un rôle très important qu'ils ont coupé. Et voilà, j'ai juste à dire un truc aussi. L'Orangée de Saint-Paul, c'est donc l'amitié confortée de Rochefort-et-Noiret, mais c'est aussi la découverte par Bertrand de Christine Pascal, puisqu'on avait besoin d'une jeune fille qui était une silhouette, qui n'avait pas de texte, et on a été au conservatoire de Lyon, là, et Bertrand a flashé sur cette fille, qui deviendra un des rôles principaux que la fête commence, qui écrira avec lui Les Enfants gâtés, et qui sera très importante dans sa vie jusqu'au moment où elle-même deviendra l'actrice que vous savez, la réalisatrice aussi que vous connaissez, que je trouve malheureusement qui nous manque. Voilà. Alors, ben, écoutez, voilà, ça va, je vais vous laisser. Alors, simplement, je vais vous laisser. J'ai écrit dans un Lyon ensoleillé, un jeune homme de 32 ans fait son premier film. On est le 26 juin 1973, pas que j'ai ton âge. Et 3 ans après, Bertrand m'aidera à faire mon premier film. Voilà. Merci beaucoup. Merci.